L'abaissement de l'Occident, ses causes et les voies d'un renouveau. À propos du dernier essai de Michel Geoffroy, Occident Go Home, plaidoyer pour une Europe libre, publié aux éditions Via Romana. Je suis donc heureux d'accueillir une nouvelle fois dans ce libre journal Michel Geoffroy. Bonsoir Michel Geoffroy. Bonsoir. Alors Michel Geoffroy, vous avez écrit de nombreux livres, Bienvenue dans le meilleur des mondes, Quand la réalité dépasse la science-fiction, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous avez aussi publié Le crépuscule des Lumières, publié chez Via Romana, La superclasse mondiale contre les peuples et La nouvelle guerre des mondes, publié aussi chez Via Romana, et Immigration de masse, l'assimilation impossible, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et vous êtes aussi un contributeur régulier de Polémia et vous intervenez au Forum de la dissidence. Oui, oui. Il y a d'autres... Oui, oui. Et vous êtes fidèle chaque année au Forum de la dissidence et vous faites toujours de remarquables interventions. Alors justement, Michel Geoffroy, avec ce nouvel essai, Occident Go Home, plaidoyer pour une Europe libre, vous nous offrez un tableau des maux dont souffrent nos sociétés européennes, tableau aussi approfondi dans son analyse que synthétique dans son agencement. Et comme à votre habitude, le diagnostic est d'une grande perspicacité. Il vous permet en l'occurrence de tracer le chemin plus que d'un redressement, celui d'une renaissance. Alors cette expression Occident Go Home, je suppose, est une analogie à ces mots peints ici et là sur les murs dans les années 1950-1960, au temps de la présence de bases américaines sur notre territoire US Go Home. Oui, oui, c'est un clin d'œil. C'est un clin C'est un d'œil. double clin d'œil. Double clin d'œil. C'est Alors, c'est effectivement un clin d'œil à ceux qui écrivaient US Go Home. C'est aussi un clin d'œil à ceux qui, un peu plus tard, dans le milieu des années 60, criaient Occident vaincra. Absolument. Je me souviens. Et nous allons revenir d'ailleurs sur ce sujet. Donc c'est un double clin d'œil. Parce que les deux, finalement, sont un peu trompés. Et c'est ce que vous exposez dans votre livre. Et donc, en fait, Occident Go Home, c'était à l'époque de la guerre froide et de la rivalité qui opposait les États-Unis et l'URSS, époque de la politique des blocs. Alors, les États-Unis, par leur puissance économique et militaire et la suprématie acquise durant le second conflit mondial, étaient devenus le chef de file presque incontesté du bloc occidental. Alors presque incontesté, puisque le général de Gaulle contesta leur hégémonie, tout en se montrant d'ailleurs un allié indéfectible du camp occidental dans les circonstances les plus graves. Alors la guerre froide appartient à l'histoire depuis la dissolution de l'URSS en 1991. Pour autant, les nations européennes, comme vous le montrez, restèrent soumises à l'hégémon américain, leurs oligarchies dirigeantes épousant le dogme mondialisme d'économie sans frontières, sachant que l'Amérique, elle, savait préserver ses intérêts, imposant même l'extraterritorialité de son droit. Et dans ce panurgisme, il en a là aussi des bouleversements sociétaux. Les mouvements étudiants des années 1960 sont nés sur les campus américains avant de se diffuser en Europe avec l'acmé du mai 1968 français. Les droits sans frein des minorités et un individualisme affranchi de toute subordination à un bien commun, symbolisé aujourd'hui par la pensée woke, sont une déferlante venue des États-Unis, même si, à l'origine, il y eut l'inspiration du post-structuralisme français, la French Theory. Alors, après l'illusion de la dernière décennie du XXe siècle, celle de la fin de l'histoire, au bénéfice des États-Unis, le premier quart du XXIe siècle marque une transformation de la géopolitique mondiale avec l'ascension d'un Sud global, imaginé avec le refus de la quasi-totalité des pays non occidentaux d'appliquer des sanctions économiques contre la Russie après son invasion de l'Ukraine. La Chine, maintenant rivale économique et géopolitique des États-Unis, étant l'élément moteur de ce Sud global. Alors faire face à cela, de quoi s'agit-il pour les Européens? Disparaître dans la tourmente ou renaître? Renaître, pas dans cette vision d'une technostructure européenne, cercle de la raison adémocratique,
vous employez le terme de post-démocratique, moi j'en démocratique, de toute Mhm. façon, cela revient, je crois, au même quant au résultat. Mais renaître comme État-nation, souverain mais solidaire, partageant la même communauté de civilisation, acteur d'un monde polycentrique et multipolaire. Alors tout cela, Michel Geoffroy, vous nous l'exprimiez remarquablement dans votre essai US, que je rappelle, pas US, Non, Occident Go Occident. Home, je fais Occident Go Home, plaidoyer pour une Europe libre. Alors pour commencer, pourriez-vous nous dessiner les principaux traits de ces Européens de ce premier quart du XXIe siècle? Vous évoquez les peurs. Bah, peut-être commencer par la notion d'Occident, parce que Tout à fait. c'est un peu c'est un des aspects du sujet. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que, enfin, grosso modo, jusqu'à la moitié du XXe siècle, on peut dire que l'Europe, l'Occident et la chrétienté se recouvraient très largement, hein. C'était souvent la même. On parlait d'ailleurs de, comme je le citais tout à l'heure, ceux qui criaient Occident vaincra, c'était aussi l'Europe vaincra contre à l'époque c'était contre les communistes, et notamment au Vietnam. Bon, donc c'était le sentiment qu'il y avait une certaine communauté de civilisation des deux côtés de l'Atlantique. Bon. Aujourd'hui, je pense que les choses sont ce terme d'Occident a beaucoup changé. Il a, il a avant tout, je veux dire, c'est avant tout un concept idéologique, beaucoup plus qu'un concept géopolitique, comme on est en train de le voir de plus en plus. C'est un concept qui, en plus, est en train de changer très vite avec, la nouvelle administration américaine. On pourra y revenir. Euh, donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'Occident? C'est l'espace, c'est un espace vaste qui est dominé par une superpuissance qui était les États-Unis et qui, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, a été la matrice de toute une série de folies idéologiques dont nous avons hérité, puisque nos oligarchies, depuis les années 1960, hein, se sont complètement mis à la remorque de la nouvelle gauche américaine. Hein, donc toutes les folies sociétales, la discrimination positive, le déboulonnage des statuts. Alors nous, on déboulonne pas trop encore les statuts, mais on Mais on les, change certaines dénominations on d'avenue. change Hein. les rues, Ouais. on commence à mettre de la peinture, mais enfin bon, bref. Donc c'était un espace, l'Occident est un espace qui était dominé par la surpuissance américaine dans tous les domaines, du moins par le paradoxe, c'est que l'Amérique était elle-même, commençait à être victime elle-même des mots qu'elle avait diffusés partout, y compris l'idéologie du libre-échange, n'est-ce pas? Les États-Unis ont aussi connu à peu près la même chose que nous, sauf l'immigration musulmane, qui n'a pas du tout la même signification aux États-Unis, qui reste un pays de colonisation et pas un pays d'immigration. Mais donc il y a eu cette domination d'une vision américaine, notamment via une vision américaine du monde, non notamment via Hollywood, hein, via les médias, via tout le système médiatique qui nous a vendu une Amérique mirifique, qui était vraiment le pays merveilleux de tous les possibles. C'est pas nouveau parce que dès le 18e, ça commençait déjà, hein, l'Amérique. Même quand on lit Tocqueville, on voit que l'Amérique, même s'il y a quelques difficultés, même s'il pointe le doigt sur un certain nombre de contraintes propres à la société américaine, tout ça, c'est quand même une vision irénique, magnifique. C'est un pays démocratique, un pays de gens merveilleux. Bon, la réalité est un petit peu différente et on le voit aujourd'hui. Si Donald Trump a été élu sur un mot d'ordre MAGA, hein, rendons à l'Amérique sa grandeur, hein, Make America Great Again, ça sous-entend que précisément l'Amérique n'est plus great, hein. Elle a perdu sa puissance. Et elle a perdu sa puissance en particulier c'est en tout cas l'analyse qui a porté
au pouvoir les républicains, c'est notamment par la mise en œuvre de toutes ces folies. Hein. L'Amérique est également victime des folies idéologiques qu'elle a promues en Occident. Bon. Alors donc, moi, le constat que je fais, c'est que aujourd'hui, quand je dis je, d'ailleurs, je devrais dire le constat que fait l'écrasante majorité de la population mondiale aujourd'hui. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population mondiale ne considère plus que l'Occident et les États-Unis sont un modèle. Ils considèrent même plutôt qu'aujourd'hui, c'est un anti-modèle. Pourquoi ? Parce que l'Occident, ce n'est plus une civilisation, c'est pas une civilisation, c'est une anti-civilisation. C'est-à-dire que les prétendues valeurs de la société occidentale aujourd'hui, c'est des valeurs de décivilisation, c'est des valeurs de destruction, d'abandon de l'histoire, de la mémoire, hein, destruction de la famille, destruction des sexes. On peut choisir ce qu'on veut, on peut choisir son sexe. Donc, pour l'écrasante majorité de la population mondiale, l'Occident, ce n'est plus un modèle. Jusqu'au début du XXe siècle, l'Occident était encore un modèle. La plupart des élites des pays de l'Asie ou de l'Afrique rêvaient d'être des Occidentaux. Ils rêvaient d'intégrer des universités anglaises. Ils rêvaient d'être considérés comme des Occidentaux. Il y avait un rapport à la modernité. D'ailleurs, on le trouve dans le mouvement jeune turc ou dans le Oui, nationalisme arabe, oui, même oui, s'il oui, oui. était Bah oui, enfin, oui, aussi... d'ailleurs, effectivement, ils ont essayé de récupérer le socialisme, qui était quand même une création européenne. Absolument, oui. Bon, donc, il y avait une volonté d'adhérer. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène inverse. Et quand je dis Occident go home, c'est pas uniquement nous qui le disons, c'est ce que disent tous les autres. Ils disent on en a assez de l'arrogance des Occidentaux qui donnent des leçons de morale à tout le monde, alors qu'eux-mêmes ne pratiquent pas du tout ce qu'ils prétendent faire. Hein. Donc c'est le discours de Vance, du vice-président américain, qui dit attendez, à l'Europe, qu'est-ce que vous avez fait de votre victoire? Vous êtes devenus aussi soviétiques que les soviétiques. Hein. Bon. Donc, nous sommes aujourd'hui, je dirais, il faut comprendre l'essentiel de la population mondiale. On a assez de l'arrogance des Occidentaux, on a assez de la prétention des Occidentaux et donc de la prétention américaine à vouloir régenter le monde, à vouloir expliquer aux Ougandais qu'il est absolument indispensable qu'ils se dotent d'une législation LGBT, sinon ils n'auront pas les prêts de la Banque mondiale, d'expliquer aux Camerounais qu'il faut effectivement légaliser l'homosexualité. Ils en ont assez. Ils en ont assez. Et nous vivons actuellement ce mouvement de basculement qui est double en quelque sorte. Ce que je dis dans mon petit essai, c'est de dire enfin, les mondialistes occidentaux sont en train de perdre le monde, ce qui est un paradoxe. Et ils le perdent de deux façons. Ils le perdent d'abord en termes de puissance, parce qu'on y reviendra sans doute. L'Occident aujourd'hui, c'est plus comme à Hollywood. Hein, il n'est pas aussi puissant que Hollywood nous le montre. Hein, l'Occident, c'est plutôt une zone de faible croissance économique, de crise économique, de chômage, d'immigration incontrôlée. Et puis même, on vient de le voir, la puissance militaire occidentale, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aujourd'hui. Hein, donc déjà, en termes de rapports de force mondiaux, l'Occident est de moins en moins en mesure d'imposer ce qu'il veut. Et puis deuxièmement, c'est vrai d'un point de vue pire encore, je dirais, c'est d'un point de vue intellectuel, c'est que le logiciel mondialiste, hein, le logiciel de nos oligarchies, aujourd'hui, il est obsolète. Il ne permet plus, c'est comme si on avait un ordinateur avec un logiciel qui fonctionne de moins en moins. Hein, c'est comme si on avait un Minitel aujourd'hui. C'est bien le Minitel, mais c'est pas l'intelligence artificielle. Donc, je veux dire, aujourd'hui, nos élites, c'est pour ça qu'elles échouent en tout, hein, nos élites ont un logiciel qui ne permet plus d'agir sur le monde parce qu'il ne permet plus de comprendre le monde. Parce que le grand paradoxe,
c'est que ces Occidentaux qui donnent des leçons à la terre entière et qui se prétendent des mondialistes, ils ne connaissent pas le monde. Ils ne connaissent pas la civilisation chinoise. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas la Russie, comme on l'a vu. Ils ont complètement sous-estimé la résilience de la Russie dans l'affaire ukrainienne et dans les sanctions économiques. Donc, si vous voulez, c'est ça, nous vivons ce monde-là. C'est pour ça que je dirais, l'Occident est en train de prendre une très mauvaise voie parce que ces élites, tout simplement, comprennent plus le monde. Hein. Elles ne comprennent pas le monde. Quand la France n'a rien trouvé de mieux que de désigner pour l'Afrique un ambassadeur des droits LGBT, je veux dire, c'est bien montré que Que le Cameroun a refusé de recevoir. Ça veut dire qu'on n'est pas... ou quand on essaie de promouvoir le féminisme à l'anglo-saxonne en Afrique, alors que c'est la femme africaine qui tient largement la société africaine. Bon, je veux dire, donc, tout ça, ça dénote je dirais, d'une rupture, une volonté de... On ne comprend pas et on n'est pas capable d'agir sur le monde, puisqu'on a un mauvais logiciel. Hein. Donc, je veux dire, on pense que les gens sont mus uniquement par l'intérêt économique. Non, pas vraiment. Il y a des gens qui sont mus par le souci de leur culture, le souci de la famille, le respect des traditions, qui sont fiers de leur identité, alors que nous, on passe notre temps à expliquer que l'identité, c'est pas bien. Enfin, la nôtre, en tout cas. Donc, si vous voulez, cet Occident, pour revenir à votre question, cet Occident, aujourd'hui, c'est devenu le contre-exemple mondial. Hein. C'est un paradoxe. C'est-à-dire tous ceux qui prétendaient apporter les lumières de la raison au monde entier, n'est-ce pas? Bon, alors, dans mon essai, je cite Samuel Huntington, hein, qui avait une belle formule, je trouvais. Il a dit « Le monde se modernise sans s'occidentaliser ». Il écrit ça au début des années 1990. Hein, je rappelle que... c'est vraiment une analyse très profonde. Hein. D'ailleurs, on pourrait opposer entre Huntington qui a dit ça, Brzezinski, et puis, comment dirais-je, l'autre américain dont je suis en train de perdre le nom, qui pensait que l'histoire allait se terminer. Fukuyama, justement. Parce que au prétexte qu'on avait inventé le marché libre et la démocratie. Alors justement, j'allais vous poser la question en pensant à la fin de l'histoire, à Fukuyama. Est-ce que dans cette décennie, qui fut apparemment la victoire géopolitique de l'Occident par rapport à l'URSS, est-ce qu'il n'y a pas justement toutes les racines de la défaite future que vous exposez, c'est-à-dire la notion de fin de l'histoire et la croyance selon laquelle on allait établir la civilisation universelle, civilisation occidentale et surtout américaine, à la limite. Oui. Faut quand même rappeler que la fameuse parenthèse de victoire de Fukuyama, elle dure 10 ans. Oui, absolument. C'est quand même assez court, hein, à l'échelle de l'histoire, hein, de la fin de l'URSS à l'attentat du 11 septembre, qui est donc une claque monumentale à ceux qui prétendaient que finalement il n'y aurait plus d'histoire, puisque finalement on avait trouvé la clé du bonheur éternel, et donc tout le monde devait devenir une démocratie à l'américaine, à l'anglo-saxonne, et une économie à l'anglo-saxonne. Paf, claque, grosse claque historique. Et depuis lors, tout a montré l'échec total de cette vision. N'est-ce pas et les guerres perdues, finalement, oui, en plus. Les bien guerres sûr. perdues. Les États-Unis, bien sûr, n'ont fait que oui. perdre des guerres. Enfin, ils ont gagné de temps en temps, mais oui, mais enfin, bon... comme la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, ils ont peut-être gagné techniquement une guerre, mais ils ont perdu la politique et qu'ils n'ont pas du tout diffusé la démocratie, ils ont diffusé le chaos. Absolument, ils sont retirés d'Irak et d'Afghanistan. Bon, donc voilà. Alors, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, nous avons des élites, je reviens, qui ont un logiciel qui ne fonctionne plus. Très embêtant. C'est-à-dire que nous sommes dans un bateau dont le commandant n'a pas de bonne carte, hein, et il ne sait pas en plus que s'il ne sait plus très bien diriger le bateau. Le seul problème, c'est que nous sommes dans un monde où la mer devient de plus en plus houleuse.
Pourquoi elle devient houleuse? Parce que la puissance s'est diffusée. Hein, quand Huntington dit «le monde se modernise sans s'occidentaliser», ça veut dire les autres civilisations qui jusqu'à présent étaient dans un état d'infériorité vis-à-vis de l'Occident ont aujourd'hui la capacité de concurrencer l'Occident. Alors on cite la Chine. La Chine, elle est en train quand même de devenir la première économie du monde. Hein. Bon, la Russie, c'est quand même, en parité de pouvoir d'achat, la quatrième économie mondiale. Nous, par contre, on ne cesse de diminuer. Hein. On a été dépassé par l'Inde il y a quelques années et on continue de descendre. Donc, si vous voulez, il se produit un phénomène très clair, c'est qu'aujourd'hui, la puissance, elle est partagée dans le monde et l'Occident a de moins en moins la capacité d'imposer sa volonté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il sera intéressant de voir ce que va faire vraiment Donald Trump. Parce que la logique Make America Great Again, ça veut dire je veux que l'Amérique redevienne puissante comme elle était dans les années 70, 80, 90. Mais ça, ce projet, si c'est ça le projet, ça va pas marcher. Parce que ce n'est plus possible. L'histoire va dans un certain sens. Et on ne peut pas remonter l'histoire aujourd'hui. Plus personne n'est en mesure d'imposer sa loi au monde. Et donc, il faut s'habituer à vivre avec d'autres puissances. Donc, on le voit d'ailleurs, bon, ils pratiquent des sanctions économiques, des droits de douane, puis bon, on va voir ce qui va se passer. Hein. Donc, nous sommes dans une période très, très particulière. Alors, notre pauvre oligarchie, qui elle a un logiciel obsolète, et en plus, elle vient de supporter une claque monumentale, c'est qu'elle était pro-américaine depuis les années 60, elle était pro-démocrate, donc on appliquait toutes les folies de la gauche américaine, de la nouvelle gauche américaine, et bien entendu, on était à la traîne au plan géopolitique, on faisait tout ce que voulaient les démocrates, et puis là, brusquement, il y a eu un changement de majorité politique, mais qui est surtout aujourd'hui un changement idéologique très fort aux États-Unis, porté très fort. Alors d'où, à mon avis, l'ambiguïté de Trump, c'est que Trump, c'est à la fois un discours sur le thème « je vais revenir à un Occident que je dominerai » et un monde que je vais dominer comme dans les années 90, et puis en réalité, il y a aussi une adaptation à un nouvel état du monde. Hein. L'idée qu'on dialogue avec les puissances, hein, et que, bon, les histoires multinationales, là, ça n'intéresse plus personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne s'intéressent pas à l'Union européenne. Hein, ils préfèrent discuter avec des nations, etc. Donc, je veux dire, il y a de même ces décisions économiques s'inscrivent aussi dans un rejet et d'un arrêt d'une mondialisation et d'une globalisation dérégulée. Et au contraire, l'idée qu'on va commencer à re-réguler l'économie. Puis il y a aussi, je dirais, un autre volet dont on ne parle pas trop dans nos médias, c'est aussi le retour de l'économie réelle contre l'économie financière. Hein, parce que nous, on ne fabrique plus rien en Europe, hein, quasiment, enfin plus grand-chose. Et on partait du principe que les nations émergentes, eux, ils feraient des t-shirts ou des chaussettes, mais que nous, on aurait bien sûr... Attends, on fabrique de la dette? Voilà. Alors nous, maintenant, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on ne fabrique rien, et c'est les autres qui, eux, investissent dans l'industrie et qui non seulement ne font plus de t-shirts, mais font même des choses très sophistiquées. Alors, vous avez tout à fait raison, parce que ça, c'était la grande naïveté de s'imaginer toujours que l'Occident, notamment les États-Unis, aurait toujours l'avance technologique qui leur permettrait de sous-traiter ce qu'ils abandonneraient au fur et à mesure de la progression technique, et qu'en fait, ce n'est pas le cas, parce que les Chinois sont en train de rattraper... Sur tous les domaines. De temps en temps, quand je fais des petites conférences à des petits jeunes, je commence toujours par la même chose en disant « Mais attendez, on va faire un petit concours. Où sont les plus hauts immeubles du monde? Où sont les ponts les plus longs du monde? Où les trains, dans quel pays les trains vont le plus vite du monde, etc. etc. » Et la plupart des gens, des fois, sont capables de répondre et dire « Ah oui, le plus grand immeuble, c'est le Burj Khalifa à Dubaï. » Les autres, c'est généralement moins net. Bah oui, parce qu'on continue de vivre sur l'idée que nous avons une suprématie technologique. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Et pourquoi on n'a plus de la suprématie technologique? D'abord parce qu'on n'a plus envie de produire. Les entreprises font plus de recherche, on fait plus de recherche. Et puis surtout parce que nos systèmes d'enseignement
s'effondre, hein. Ce qui n'est absolument pas le cas des pays émergents qui, au contraire, investissent massivement dans l'éducation, dans la science et dans la recherche. Bon, donc, il se produit vraiment c'est pour ça que je dis, nous vivons des temps apocalyptiques au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la révélation. On commence à voir la révélation que le monde réel, c'est pas le monde qu'on voit dans les médias officiels, c'est pas le monde qu'on voit à Hollywood, c'est pas le monde du cinéma, c'est un monde très différent où nous ne sommes plus en position de discuter, où il va falloir qu'on réapprenne à redécouvrir le monde, parce qu'encore une fois, on ne le connaît pas. Les gens ne connaissent pas le monde, hein. Ils voyagent, ils sont voyagés à l'étranger, mais ils n'ont jamais rien vu et jamais rien connu de ce que sont vraiment les vraies civilisations et leur histoire. Nous, on ne connaît même plus notre propre histoire, si vous voulez, donc a fortiori l'histoire des autres. Donc, nous sommes dans un monde nouveau, hein. Nous vivions dans la caverne, c'est pour ça que j'ai pris aussi L'exemple de la caverne. l'image de la caverne, hein. C'est le média, la caverne, c'est le monde médiatique prévu, analysé par Platon, si je puis dire. C'est-à-dire, on prend les ondes pour la réalité. Ben non, la réalité, elle est différente. Et est-ce que, justement, vous parliez très bien du fait que finalement on ne produit plus. Est-ce qu'on n'a pas l'erreur de nos dirigeants, c'est de ne pas avoir vu venir le déclin économique? Il faut penser que déjà, économiquement, la puissance américaine s'est érodée à la fin Mmh. des années 60, Mhm. puisqu'il y a le 15 août 1971, non-convertibilité hors du dollar, que les années Reagan ont été apparemment une décennie de redressement, mais en fait, à ce moment-là, pour lutter contre l'inflation, la hausse des prix, le modèle américain a choisi l'importation de biens venant d'Extrême-Orient et notamment japonais avant que la Chine ne s'y mette. Donc déjà, on voit les prémices du déclin économique, Oui, puisque oui. dans le monde industriel, la puissance économique est quand même essentielle et on a perdu Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu à mon avis, il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est un phénomène de nature idéologique, c'est-à-dire qu'une partie de nos élites ont cru à un credo libéral largement éculé. La suppression enfin, ils ont cru notamment au principe fondamental que la libération du commerce, la libération de tous les obstacles au commerce, hein, l'esprit de l'OMC, poussé à l'époque par les États-Unis, ça permettait c'est d'ouvrir des les marchés. États-Unis qui ont poussé la Chine Voilà, pour l'adhésion de ils ont fait l'OMC. rentrer la Chine dans le dispositif, très bien, parce que ça augmentait des marchés. Simplement, ils ont oublié que la spécialisation des États, c'est très bien d'acheter uniquement à l'étranger, puis à un moment donné, on perd la maîtrise des compétences centrales. C'est-à-dire que ce qui fonctionnait très bien au XVIIIe siècle, parce que l'économie était fondamentalement une économie rurale, dans des pays qui étaient Adam Smith, n'est-ce pas, dans un monde où il y avait du commerce mondial, hein, Enfin, les échanges étaient quand même limités, mais c'était d'autant quand plus même que... fondamentalement. Donc, si on perdait ses compétences en matière agricole, bon, c'était désagréable, mais on pouvait éventuellement les récupérer. Perdre ses compétences en matière d'industrie nucléaire ou d'industrie informatique, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Bon, donc, il y a déjà eu une foi déraisonnable dans des théories économiques, sans voir que l'élargissement mondial pouvait modifier l'efficience des principes qu'on évoquait, comme le principe du ruissellement. Le ruissellement, ça marche bien quand on reste dans un cadre national étroit. Le ruissellement à l'échelle mondiale, bah, ça marche pas trop parce que les milliardaires français, ils vont acheter des villas aux États-Unis, hein, comme les chanteurs de rock français, ils vont acheter des villas ou des ranchs aux États-Unis, et le ruissellement, c'est pas l'Europe, c'est pas la France qui en profite, c'est les États-Unis. Bon, donc il y a toute une série de visions économiques qui ont été obsolètes. Du moins, nos élites n'ont pas vu le caractère, n'ont pas vu que le changement d'échelle, c'est ça le problème, hein, le changement d'échelle modifie la pertinence de certains principes, hein, donc c'est pour ça que, enfin, c'est un sujet, c'est un point important, hein, comme on dit, un géant, c'est pas un homme plus grand.
Un géant, c'est quelqu'un qui a des problèmes fonctionnels qui lui sont propres, liés à sa grandeur. C'est pas un simple homme qui est un peu plus grand. Je ferme la parenthèse. Donc ça, il y a une erreur fondamentale là-dessus. Euh, La deuxième erreur, c'est que cette stratégie économique consistant à dire je vais délocaliser la- les La production. productions dans des zones à bas salaire, c'est évidemment une stratégie qui était de contournement du droit social et de la faible productivité nationale. Je veux dire, bon, désolé. Donc, c'est aussi été une stratégie dangereuse. Et on l'a vu. On l'a vu lors notamment de la crise du Covid. Alors, vous voyez, la mondialisation, c'était très cool, hein, comme on disait. La mondialisation est heureuse, comme disait M. Minck, évidemment quand tout va bien. Le jour où il y a une crise, comme il y a eu avec le Covid, on s'est aperçu que on n'était pas capable on n'avait pas de masques, on ne les fabriquait pas, on ne les fabriquait plus. Les vaccins, la France d'ailleurs est un des rares pays à pas avoir été capable de faire un vaccin, je signale. Enfin, tout le monde le sait plutôt. Donc, on voit bien que quand on est en crise, l'interdépendance à l'égard d'autres nations a plein d'inconvénients, hein. Et donc, tous ces gens n'ont pas raisonné en termes de crise parce qu'ils pensaient qu'ils allaient dominer le monde. Ils pensaient qu'il n'y aurait jamais de problème. Pas de problème, hein. Bon, donc il y a, je pense, vraiment une erreur idéologique très forte. Et puis deuxièmement, je crois, hélas, que nous avons des élites qui, on le voit, ou les oligarchies, parce que le terme élite peut être trompeur, nous vivons aussi une période où nos propres élites européennes sont en perte de vitesse intellectuellement. C'est-à-dire que c'est quand même pas des... C'est incontestablement depuis. ne peut pas dire que nous ayons des grands hommes, Non, hein, non, aujourd'hui, ou des grandes femmes. Je veux dire, quand on voit les résultats français, hein, pas dire que le Mozart de la finance ait été particulièrement brillant, hein. encore plus Nous de- sommes en train de devenir la lanterne rouge de Mm. l'Union européenne, lentement mais sûrement, mais on y arrive. Bon, donc il y a aussi ce phénomène-là, il y a un phénomène d'usure de ces élites. Pourquoi? Parce que les élites ont vécu dans une bulle. Ce que disait Jean-François Kahn, il parlait des bullocrates pour parler des oligarchies, des gens qui vivaient dans leur bulle, coupés de la réalité, coupés du monde réel, coupés de ce que vit l'écrasante majorité de la population. On l'a encore vu il y a quelques jours entre Madame Pannier-Runacher qui explique que il y a les pauvres, ils n'ont pas de voiture, hein. Bon, très bien. Très bien. Bon, et donc ils vivent dans un monde très particulier, hein, très très particulier. C'est pourtant des gens bardés de diplômes, hein, mais c'est un monde qui s'est coupé du réel et qui n'est plus en prise sur le réel. Comme je l'ai dit, encore une fois, ils ne comprennent plus le monde. Alors, en France, est-ce que c'est pas assez caractéristique parce que finalement, vous parlez d'oligarchie, d'élite, mais la Troisième République, même si elle a eu bien des défauts, avait des hommes politiques de très haute qualité, mais qui étaient attachés au terrain par leur enracinement local, Oui, ce qui a été perdu aujourd'hui. ah oui, parce que la Troisième République, c'est une France rurale. Je rappelle que en 1950, il y a encore une très grande partie de la Oui, population active qui vit à la campagne, hein. exactement, oui. Bon, donc c'est une France rurale, c'est une France enracinée. Bon, la Troisième République a quand même fait plein d'horreurs, plein de bêtises, et nous a pas du tout préparé à la guerre de 14, je rappelle, hein. Bon, je ferme la parenthèse, mais effectivement, Elle nous a préparés diplomatiquement, il faut le oui, reconnaître. d'accord, mais enfin militairement, Militairement, pas non, je suis terrible, d'accord. hein, Mais enfin, c'est pas bon, ça, terrible. c'est Bon, pas le je ferme sujet. la parenthèse. Non, mais ça veut dire que euh, c'est une comparaison. Vous faites une comparaison intéressante parce que ces élites-là, sous la Troisième République, c'est des gens qui n'ont pas vécu, ont vécu entre 1815 et 1870 une période extraordinaire où il n'y avait pas de guerre, il y avait pas tout se passait bien. Tout se passait bien. Puis il y avait des aventures étrangères avec Napoléon III, mais enfin tout ça c'était très lointain. Et donc on a créé des élites qui ne connaissaient pas vraiment les vrais rapports de force. Le réveil a été brutal. Et le réveil a été brutal parce que quand on a été avec nos pantalons rouges dans les champs de blé pendant que les Allemands étaient
en tenue Felgro avec des mitrailleuses, tout de suite, on a vu qu'il y avait une différence. Bon. Donc, nous vivons aujourd'hui d'une certaine façon, la même situation. C'est-à-dire qu'on a des élites qui sont jeunes, qui n'ont pas connu la guerre, peut-être beaucoup trop jeunes, qui n'ont connu même pas la guerre d'Algérie, qui n'ont pas connu les guerres de décolonisation, qui n'ont connu que des aventures, mais encore, quand je dis connu, c'est pas eux qui les ont connues, ils ont vu à la télévision des aventures militaires en Afrique, en Irak ou en Syrie. Oui, Très bien, ça se compare beaucoup au climat intellectuel de cette génération de la fin du 19e qui n'avait pas du tout, qui avait perdu des notions élémentaires de dire bah, la guerre, c'est quand même pas drôle du tout, c'est dangereux, il faut s'y préparer, etc. etc. Bon. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons effectivement des élites qui sont coupées de la réalité et coupées même du tragique de l'histoire. C'est ça le problème. Donc, oui, elles sont en partie responsables. Je pense qu'elles sont très largement responsables. Même si la population est aussi en partie responsable d'élire ce genre de gens. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Ces dirigeants, élite dirigeante, elle est élue. Ça, on ne peut pas contester qu'il y a des élections, elle est élue. Alors, Elle n'est pas majoritaire. Elle est elle est élue. pas. Alors justement, ça c'est Elle important. perd la majorité, globalement. Elle n'est pas, elle n'est loin, sans faux. Elle n'est pas majoritaire. Elle est contestée. Et c'est là où, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous développez d'une certaine manière la méthode de gouvernement de la société au sens le plus large du terme. C'est-à-dire pas simplement de gouvernement politique, mais de gouvernement de la société, où il faut tenir la société, parce que justement, le pouvoir, au-delà du politique, le pouvoir politique, intellectuel, n'en a plus le contrôle comme il l'avait auparavant, et que tout ce qui, disons, promeut les réformes sociétales et autres, sont quand même plus ou moins absorbés par la population. Oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que en Europe, je pense que c'est la différence très forte avec les États-Unis. Les États-Unis sont sur le déclin, mais c'est encore un pays souverain. Ils ont la puissance. Voilà, ils ont un pays souverain. Bon, je veux dire, ils peuvent faire des choses, peuvent décider des choses. Nous avons des politiques qui ne décident plus rien. L'essentiel aujourd'hui se décide ailleurs, à Bruxelles, à Francfort, voire à Washington. Mais nos politiques, ils ne font rien. Ils ne peuvent plus décider. Enfin, je suis désolé. Ou ils ne veulent plus d'ailleurs. Oui, mais enfin, ils sont tout contents. Oui, Ils sont tout contents parce qu'ils sont plus responsables de rien, hein, d'une certaine façon. Alors d'ailleurs, il y a un Mais, point, mais par contre, ils ont un rôle. Ils font plus grand-chose, mais ils sont quand même capables de taper sur la population pour l'empêcher de se révolter contre l'état de fait. Donc, nous avons des gouvernements qui ne gouvernent plus véritablement, c'est-à-dire qui ne maîtrisent plus. Écoutez, au sein de l'Union européenne, on ne maîtrise plus, au sein en tout cas de la zone euro, on ne maîtrise plus la politique monétaire. La politique budgétaire, on ne la maîtrise pas vraiment parce que la politique économique, on doit présenter on présente la copie au maître. Les grandes orientations de la politique économique. Hein, bon. La politique commerciale, on la maîtrise plus. D'ailleurs, Monsieur Breton, ancien commissaire, vient de dire « Oh là là, mais c'est pas bien, il y a des pays européens qui veulent discuter avec les États-Unis sur des droits de douane, alors que c'est la Commission européenne qui doit le faire. » Enfin bon, vous voyez, très bien. Donc, il y a des tas de sujets. Et alors, en plus, maintenant, on est en train de nous expliquer que les commandes d'armement, peut-être même un jour, l'armée serait européenne. Donc, ça veut dire que nous perdons. Donc, ça veut dire qu'on a des gouvernements qui n'ont plus aucun levier d'action. Hein. Et quant à l'immigration, le levier d'action, c'est les juges. C'est la Cour de justice. C'est les cours de justice qui décident de la politique migratoire. Hein. Alors, il y a peut-être un autre élément. En plus, c'est que les gouvernements ont créé au fil des années des tas de commissions, comités, théodules, et où finalement, ils se défaussent sur ces entités de toute responsabilité. Et là, c'est bien la volonté. Donc, si vous voulez, vous avez des gouvernements qui ne gouvernent pas. Bon. Alors, jusqu'à présent, on sole dans certains milieux, on en parlait.
Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de s'en rendre compte. Tout le monde se rend compte que personne ne maîtrise la sécurité dans notre pays. Tout le monde se rend compte que l'immigration, alors à chaque fois, on vous explique que demain, ça va être meilleur, mais ça continue de plus belle. Euh, si vous voulez, donc, encore une fois, nous sommes dans des temps apocalyptiques. Tout le monde est en train de voir que le roi est nu. Le roi progressiste, il est nu. Il maîtrise rien. Il parle. Alors il parle. Nous avons des communicants. Les gouvernants aujourd'hui sont des communicants. Parfois de bons communicants, des gens qui communiquent bien. Ils s'appuient sur l'appareil de propagande médiatique, donc c'est facile de communiquer. Et puis en plus maintenant on commence à censurer tous ceux qui disent le contraire. Comme ça, là il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça change à la réalité? Pas grand-chose. Et nous sommes en train de vivre un moment où la propagande a quand même du mal à cacher la réalité. Elle a quand même du mal à cacher le fait que le roi est nu. Hein. Donc, si vous voulez, nous sommes dans ce moment où les élites progressistes occidentales, d'une part, elles sont contestées par les nations émergentes qui disent écoutez, ça suffit. Hein. C'est ce que disait Poutine dans un discours en février 2023, où il dit mais les Occidentaux, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on s'en moque, on se fiche de ce qu'ils font. Hein. Il dit d'ailleurs au train où ça ira, bientôt ils vont finir par légaliser la pédophilie. On va voir s'il a raison. Donc d'une part, ils sont contestés par les pays émergents, qui ne supportent plus leur arrogance, mais ils sont aussi contestés en interne. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Hein. Occident Go Home, c'est aussi ce qu'on dit en interne. On en a assez de ces gens qui font semblant de gouverner, qui tiennent jamais aucune promesse, etc. Puis enfin, ils sont contestés maintenant par le suzerain américain. Ça, c'est encore nouveau, si vous voulez. Hein, c'est pour ça que les élites progressistes européennes sont complètement excitées, énervées, et qu'elles se réfugient d'ailleurs dans la répression et la censure, comme toutes les forces déclinantes, c'est toujours ce qu'ils font. Hein. Il y a toujours une réaction nobiliaire quand l'aristocratie est en train de dépérir. Donc, ces élites perdent beaucoup de terrain aujourd'hui. Hein. Et donc, ça nous ouvre des opportunités aussi, d'une certaine façon. Alors, vous avez parlé, un élément extrêmement important, des élites progressistes. Et nous avons un président de la République qui se réfère régulièrement au progressisme, contre la lèpre nationaliste, Ah c'est oui. contre l'international réactionnaire. Mais comment définir finalement ce progressisme? Alors oui, je sais bien que certains n'aiment pas utiliser ce terme en disant mais c'est pas des progressistes puisqu'ils nous font décliner. Hein. On devrait dire c'est eux les déclinistes. Bon, alors moi je pense que le terme progressiste, alors on pourrait dire aussi c'est des élites égalitaristes, c'est des élites socialistes si on veut. Enfin bon, dans le cas de Macron d'ailleurs c'est vrai, mais je crois que la référence au progressiste n'est pas inintéressante parce que d'abord à la racine de ce progressisme, il y a bien l'idéologie des Lumières. Et il y a cette idée que l'histoire a un sens et que eux incarnent ceux qui ont compris le sens de l'histoire et qui ont donc le droit de nous guider, même contre notre gré. Ils ont le droit de faire notre bonheur malgré nous. Donc, l'idée du progrès est intimement liée à l'idéologie égalitaire, est intimement liée à l'idée des Lumières, l'idée que l'humanité, on va la faire progresser, que tout ça c'est toujours un progrès, que c'est pas que la destruction du mariage c'est un progrès, que l'individualisme c'est un progrès. Enfin, c'est toujours cette idée. Donc, si vous voulez, je pense que ça désigne bien cet état d'esprit qui pense qu'il y a un sens de l'histoire et qu'eux le connaissent. Hein, parce qu'ils sont éclairés par le grand architecte de l'univers, je ne sais pas, par les lumières de la raison, parce qu'ils ont un petit tablier et que ça leur permet de comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Donc il y a cette idée, en plus, que l'histoire est vectorielle. Hein, l'histoire est vectorielle et donc on peut prévoir l'histoire. Hein, et que ceux qui sont contre ces évolutions sont des réactionnaires horribles et qu'il faut détruire. Donc le progressisme, c'est
C'est ça, c'est le culte du progrès. L'idée que ce qui arrive aujourd'hui est fortement mieux que ce qui était hier. Culte qui finit par être nihiliste, parce que si je pars du principe que demain sera mieux qu'aujourd'hui, mais alors je ne peux jamais avoir un état d'équilibre L'état positif. stable. Je suis toujours contraint de faire autre chose. Donc c'est un processus, d'ailleurs c'est ce que dit très bien Mathieu Oui. Bocoté, hein, quand il dit c'est un processus beaucoup plus qu'une idéologie. On ne s'arrête pas. Oui, mais alors, il repose sur quelque chose parce que la notion de progrès telle qu'on la concevait au XIXe siècle, elle a été fondée sur la science. Là, le progressisme, on a plus que l'impression, mais que c'est ce que j'appellerais un individualisme inconditionnel. L'homme Ah oui, est son propre maître. ah là oui, mais alors attendez. Le petit problème, c'est que la révolution dévore toujours ses enfants. Donc aujourd'hui, le progressisme contemporain, notamment dans sa version woke et indigéniste, est en train de contredire les principes du progressisme du 19e siècle. Oui, Par absolument. exemple, la science. Mm. On nous explique que la science, mais non, la science, elle est raciale. On nous explique que les mathématiques sont des sciences de blanc, hein, et que donc ça explique que les étudiants afro-américains aux États-Unis ils ont de moins bons résultats dans les disciplines mathématiques que les autres. Ben, c'est normal, ça c'est une science de blanc. Je veux dire, c'est tout le contraire. De même, ces gens sont en train de tuer la notion d'internationalisme. Au contraire, ils expliquent que non, non, les identités doivent l'emporter, les identités raciales, c'est très important. Vous vous définissez avant tout parce que vous êtes blanc ou non blanc, etc. Donc je veux dire, le mouvement fou euh, de l'idéologie des Lumières finit par détruire ce qu'il a constitué à un moment donné. Mm. Hein. Donc bah, la culture, évidemment, aujourd'hui, l'éducation nationale est assez différente de la façon dont on la concevait sous Jules Ferry. Tout Oui, à c'est fait. vrai. Et oui, mais c'est le système qui va. Et donc Mais demain, il y a un rejet finalement d'une certaine forme d'universalisme oui, d'ailleurs. tout à Oui, oui. fait. Bah, tout à fait. Oui. C'est Tout pour à ça fait. que je parlais de cet individualisme inconditionnel, parce qu'on arrive à un stade au niveau de ce qu'ils appellent le progressivisme, où l'individu se définit par lui-même Oui, finalement. oui. Il est à la naissance un être humain, et après C'est-à-dire il qu'à se un moment choisit. donné, si vous voulez, où le cycle finit par s'épuiser, s'épuiser. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé enfin, avec l'affirmation des droits de l'homme au 18e, puis après au 19e, avec l'apparition du socialisme. Alors, mais le socialisme est ambigu d'ailleurs, en demeurant, par parenthèse, mais il s'est imposé, il s'est confronté, plus exactement, à une société qui restait largement fondée sur des principes anciens et contraires, y compris dans notre pays, avec une population très largement catholique, et donc qui reposait sur des principes euh, quand même assez différents du credo progressiste, ou du credo des droits de l'homme, bon, ou du credo laïque. Bon. Donc, ceci a fait que la nocivité de certains principes n'est pas apparue évidente. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a été complètement euh, Désacralisé. réadaptée, qui a été complètement déconstruite et en fonction de ses principes. Et là, il n'y a plus aucune résistance. Et donc, ça veut dire que tous ces principes dits progressistes débouchent sur le nihilisme. Parce qu'effectivement, si je suis en moi-même ma propre fin, ça veut dire que j'ai plus du tout l'intention de me tuer. On pouvait, en 1789, crier la liberté ou la mort. On allait au front en criant vive la patrie. Mais aujourd'hui, si je suis moi-même ma propre fin, qu'est-ce qui justifie que je me détruise pour sauver quoi? Sauver quel principe? Les principes des autres? Mais non, c'est contraire à mon principe de défense de mon individualité. Donc, si vous voulez, nous vivons, là aussi, période apocalyptique, nous vivons la fin aussi du cycle progressiste. Et encore une fois, les orientations actuelles de l'administration républicaine montrent que quand même le cycle progressiste, il a quand même du plomb dans l'aile, non seulement dans les pays émergents, où il ne fonctionne plus du tout,
Mais même maintenant, dans le pays, la tête de l'Occident. On va passer à un bobino. Stéphane va nous passer le bobino avant que nous reprenions cet entretien remarquable que nous accorde Michel Geoffroy. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci Stéphane. Alors vous nous avez défini le progressisme et avant de parler finalement de la méthode pour contenir toute contestation, le dernier point, vous parlez du siècle des Lumières et c'est probablement au XVIIIe siècle qu'est apparue cette idée qu'il fallait détruire la société, transformer les mentalités pour en construire une meilleure. Pour en construire une meilleure. Alors, nous avons eu plusieurs expériences, et notamment l'échec du communisme, et dire plus largement, l'échec du marxisme. Et à ce moment-là, on pouvait s'imaginer que c'était la fin du temps des idéologies. Or, au contraire, avec le progressisme, au contraire, est ressurgie une idéologie peut-être pas, je dirais, politiquement totalitaire comme l'était le communisme, mais peut-être plus totalisante. Je dis, Oui. j'évite les termes totalitaires parce que totalitaire, ça évoque la dictature, mais une pensée qui est totalisante, ce qui nous permet d'ailleurs, et ce qui vous permet de nous définir comment elle est totalisante et comment elle joue pour se maintenir vis-à-vis des peuples. Je dirais, je pense que c'est quand même là aussi, on est en train de vivre un grand dévoilement. On est encore en train de voir que tous ces sympathiques libertaires qui nous expliquaient qu'il est interdit d'interdire sont aujourd'hui ceux qui interdisent le plus. La censure. Alors, Mathieu Bocoté a une belle expression, il dit c'est le totalitarisme sans le goulag. Moi, je constate quand même, il a raison, mais je constate quand même maintenant qu'on commence à envoyer des gens en prison. Hein. En Grande-Bretagne, on envoie des gens en prison parce qu'ils ont manifesté contre l'immigration. Hein. On a même vidé les prisons des délinquants pour mettre les gens qui faisaient des tweets anti-immigration. Regardez les jugements qui sont faits aujourd'hui en France contre un certain nombre de leaders politiques. Il y a la prison à la clé quand même. Hein. Oui, donc, à des niveaux surprenants. Effectivement, pour l'instant, la police ne sonne pas encore à 6 heures du matin chez les dissidents, mais nous sommes quand même dans un monde où la liberté d'expression se réduit à une vitesse considérable. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les récentes déclarations du groupe de travail sur le bouclier démocratique européen, comme on dit, où on explique que les informations qui sont diffusées dans la population et qui contredisent la politique de l'Union européenne, ça veut dire que toute information qui est susceptible d'être écoutée est donc susceptible d'être diffusée. Eh bien, ce type d'information, dès lors qu'elle contredit les principes de l'Union européenne, elle doit être censurée. Alors, c'est quoi les principes de l'Union européenne ? C'est, par exemple, l'immigration. Donc, ça veut dire que si on est contre l'immigration, on doit être censuré. Ça veut dire que si on n'a pas envie d'aller faire la guerre en Ukraine, on doit évidemment être censuré, etc. etc. Donc, ça s'appelle quand même beaucoup, ça ressemble quand même beaucoup au totalitarisme. Je rappelle que l'interdiction de chaînes de télévision, ça a été un des premiers actes de l'Union européenne en 2022, ça a été d'interdire 2 chaînes russes, diffusées Russie, RT et Sputnik, mais ça continue. En France, il y a eu C8, et maintenant en Pologne, il y a 2 chaînes dites conservatrices que le gouvernement polonais veut interdire. Bon, donc si vous voulez, l'analyse en termes de totalitarisme, elle n'est pas complètement infondée. La grande erreur de beaucoup de sociologues, ça a été de se focaliser sur ce qui s'est passé dans les années 30. C'est-à-dire d'imaginer que le totalitarisme, c'est forcément des commissaires politiques avec des casquettes et des vestes de cuir ou des gens en uniforme noir avec des chiens policiers. Ça, c'est une vision, personnellement, je considère comme passéiste du totalitarisme. Aujourd'hui, les totalitaires, ils ont un complet veston, très bien, comme tout le monde, ils sont très sympathiques, mais ça ne les empêche pas de faire
de crever les yeux des manifestants, des gilets jaunes, d'envoyer en prison des gilets jaunes, etc., etc. Donc, si vous voulez, il faut se méfier je dirais, de l'image qu'on a du totalitarisme, qui, à mon avis, est aujourd'hui une vision assez réductrice. Aujourd'hui, si on considère que la liberté d'expression est un élément fondamental, et donc la liberté de contestation des décisions du pouvoir est un élément fondamental de la démocratie, je pense qu'en Europe, aujourd'hui, on est déjà en train de passer à autre chose, hein. On est déjà dans un système où vous êtes susceptible d'être censuré, interdit, voire poursuivi en justice, parce que vous n'avez pas accepté le credo dominant, hein. C'est intéressant de regarder d'ailleurs les considérants dans certains jugements où on dit ah mais un tel il a contesté l'Union européenne ou il a contesté la politique d'immigration. Bon, j'insiste pas sur tous ces jugements où on parle d'incitation à quelque chose qui ouvre la voie à tous les procès politiques possibles et imaginables. Donc, je veux dire, nous sommes dans un système où il y a moins de liberté. Pourquoi il y a moins de liberté ? Parce que, encore une fois, le monde échappe à nos dirigeants. Et donc, ils veulent fermer tous les robinets. Ils veulent nous remettre. Si je reprends l'image de la caverne, nous étions dans la caverne. Alors la caverne, on croyait que la réalité, c'était les images médiatiques qu'il y avait au mur. Puis un beau jour, il y a des gens qui sont sortis de la caverne et qui ont dit « mais non, pas du tout », qui ont fait des médias dissidents, Radio Courtoisie, etc., et qui ont commencé à démontrer que la caverne, c'était pas ça. Alors aujourd'hui, l'oligarchie dit « ah non, ça va pas là. Là, vous êtes en train de casser notre monopole et donc ils veulent nous remettre dans la caverne. » C'est ça. Alors c'est pour ça que... C'est une caverne médiatique, mais c'est aussi une caverne politique. Hein, parce que dès lors qu'on a, je termine, dès lors qu'on a des politiques qui ne gouvernent pas, ça veut dire que nous n'avons que le processus électoral dans la plupart des pays aujourd'hui, je ne parle même pas des fraudes, il est vidé de son sens. Ça ne sert à rien d'élire tel ou tel, ça ne sert à rien de choisir tel ou tel programme, puisque de toute façon, on sait très bien qu'il fera autre chose, parce qu'il est obligé de faire autre chose. Regardez le débat qu'il y a en ce moment sur les ZFE, où on nous explique « Ah oui, d'accord, si vous voulez les changer, mais on vous prévient, comme c'est une réglementation de l'Union européenne, si vous ne le faites pas, vous allez payer 4 milliards de... » Ah bon ? Alors, c'est quoi la démocratie dans ce système-là, hein ? Bon. Donc, rappelez-vous ce que disait M. Juncker, il ne peut pas y avoir de choix démocratique entre les traités européens. Ça, c'est... Si vous voulez, si vous voulez, on n'a pas besoin d'avoir une casquette avec une étoile rouge et on n'a pas besoin de fusiller les gens aujourd'hui. On ne les fusille pas, c'est ça la grande différence. Hein. Mais on les tue socialement, si j'ose dire. On peut les tuer, on les réduit au silence, on leur interdit de se présenter aux élections. Ça aussi, c'est devenu un grand sport européen. Hein. Très bien. Bon, donc, l'Union européenne a le droit maintenant de dire « Ah non, celui-là, ce n'est pas un bon candidat. Non, on n'en veut pas. » Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certains, et c'est une expression américaine qui date des années 90, je crois que c'est Fareed Zakaria, dénoncent les démocraties illibérales. Oui, bien sûr. Alors, j'ai un message d'un auditeur, alors on reviendra d'ailleurs sur le sujet, qui nous dit « Avec les réformes de diplôme universitaire menées au sempiternel prétexte de l'harmonisation européenne, combien de doctorants ont été accordés à l'intérieur de chapelles, de groupes idéologiques, et ne servent en fait qu'à justifier des positions idéologiques présentées comme scientifiques. » Mais cet auditeur a tout à fait raison, parce que moi je ne connais pas vraiment le sujet, mais il paraît qu'au CNRS, il y a une inflation de sociologues par rapport à la part qui est réservée à la recherche scientifique, qui serait essentielle. Vous regardez, il y a ce qu'on appelle des spécialistes de l'ultra-droite, qui sont chercheurs au CNRS. Je me dis, mais attendez... à quoi ça sert, quoi ? Je veux dire, c'est quoi ces spécialistes ? Alors, il y en a qui sont même spécialistes de l'alt-right américaine, j'ai vu ça. Oui. Non, mais oui, bien sûr. Alors, j'ai un autre message, mais il est très long, donc je vais le lire un petit peu après. Alors, donc, vous montrez bien que, en fait, c'est une méthode de gouvernement par la peur. Alors, la peur de l'avenir. Alors on n'a pas parlé de la peur, effectivement. Oui, c'est la peur de l'avenir, le climat, puis le conflit ukrainien. On a peur de tout. On a peur des punaises de lit, de tout, du climat. Il va faire trop chaud, il va faire trop froid. On a peur de tout. C'est normal, la peur
c'est un moyen de direction de la population, hein. Il y a à la fois la séduction et la peur. Alors vous dites très bien Il d'ailleurs faut faire peur aux gens. que justement c'est une meilleure, bien meilleure méthode que l'illusion de l'avenir Ah oui, radieux. alors Parce que ça, c'est effectivement. oui, oui, ce que vous dites Non, dans mais votre... bien sûr, ça, c'est une grande raison de l'échec du communisme, pas forcément du marxisme, mais enfin du communisme. C'est que les lendemains qui chantent, il y a un moment où on espère qu'ils chantent vraiment. Je veux dire, donc la réalité. Donc c'est très dangereux de faire des promesses radieuses, hein. On l'a vu avec la mondialisation. La mondialisation, elle est plus heureuse. Donc l'immigration est une chance pour la France, hein. Pas beaucoup de gens aujourd'hui le croient. Bon. Donc aujourd'hui, c'est pour ça on est passé à un autre registre inverse, le registre de la peur. Là, au moins, là, c'est du concret. Vous avez peur, hein. Alors, ce qui permet Ce qui explique d'ailleurs que, par exemple, à mon avis, on laisse filer les questions de sécuritaire. On ne s'y occupe pas, on laisse filer. Parce que les gens ont peur. Et le fait d'avoir des gens qui ont peur de sortir le soir, qui ont peur en la journée, qui ont peur pour leurs enfants, c'est un moyen de domestication extraordinaire. Les gens, ils n'iront pas le soir à une réunion politique, au quartier, loin, parce qu'ils auront peur. Et puis en plus, maintenant, même dans des zones rurales, il y a des risques. Donc, si vous voulez, c'est un moyen de domination. Et on voit bien que je pense que les pouvoirs publics, enfin, expression d'ailleurs qui a perdu de sa valeur, je dirais l'impuissance publique, plus exactement, laissent filer les questions sécuritaires parce que c'est un moyen de diffuser la peur dans l'opinion. et parce que Et puis il y a aussi des raisons idéologiques, bien oui, sûr, il y a les derrière, raisons hein, idéologiques, mais vous avez tout à fait raison dans votre raisonnement. Et alors, le fait que nous avons des populations plutôt vieillissantes, habituées à un certain confort, disons, sont plus résignées bien que si on sûr. avait des Bien sûr. populations jeunes et Bah dynamiques oui, qui... les révolutions sont rarement faites par les personnes âgées, hein, je crois, hein, c'est oui, clair. Je sais bien qu'à un moment donné, en Hollande, il y a eu un mouvement politique dit des panthères blanches, mais ça n'a pas duré. D'ailleurs, aujourd'hui, quel est l'électorat majoritaire qui soutient les gens les partis du système? C'est les personnes c'est vrai. âgées, c'est les Oui, c'est boomers, hein, je veux dire. les retraités. C'est Hein, les les boomers, hein. retraités. Bon. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'abstention différentielle, et l'abstention est plus forte dans les catégories les plus jeunes que chez Mhm. les, Mhm. que chez les retraités. Et donc ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire ce gouvernement par la peur qui ne crée plus l'illusion de l'avenir radieux, dont le progressisme, finalement, c'est l'individualisme sans limite, et qui remet non seulement en cause, d'ailleurs, quand on parle de la philosophie des Lumières, même quand on parle du communisme, ça remet en cause l'ordre social. Là, on arrive à remettre en cause l'ordre naturel, si j'ose Oui, dire. oui, bien sûr. Ah bah, de toute façon, oui, depuis le début, même les Lumières, depuis le début, nient la... Mais là aussi, ça a beaucoup changé. Oui, On expliquait que les droits de l'homme, c'était des droits naturels, liés à la nature de l'homme. Et aujourd'hui, on vous explique que le progressisme, c'est de nier notre nature, oui, c'est ça. Oui. notre nature sexuelle. Quand même, vous voyez, la révolution dévore ses enfants, toujours, toujours, toujours. Alors, donc, nous avons vu, disons, en interne, vous nous avez expliqué en interne comment fonctionnait le système, ses bases idéologiques et autres. Mais quand vous dites le titre, c'est Occident Go Home, c'est justement aujourd'hui, et vous avez déjà abordé le sujet dans votre propos introductif, mais c'est que l'Occident n'impressionne plus. Non. Et c'est Et une non des... seulement il impressionne plus, mais plus grave encore, il ne fait plus peur. C'est cela. Il ne fait plus peur. Donc, il fait plus peur au plan militaire. Euh, et donc, ça, c'est une situation assez nouvelle pour nous, hein. Alors, moi, je dirais, ça veut dire que nous rentrons dans un monde qui est beaucoup plus risqué que celui que nous avons vécu, enfin, que notre génération a vécu, hein. C'est un monde où le risque de guerre en Europe revient, est une réalité. C'est plus un risque, d'ailleurs. Bon, c'est une réalité. Bon. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, moi, je m'efforce toujours de ne pas tomber dans le pessimisme radical. J'ai essayé de dire essayer de montrer que le monde dit polycentrique, l'idée qu'il y a maintenant
qu'on n'est plus en mesure d'imposer notre loi au monde, d'une certaine façon, c'est un retour à la normalité historique. C'est ce que nos ancêtres ont connu la plupart du temps. En réalité, si on regarde l'histoire de l'Europe, l'Europe domine le monde, disons qu'elle le domine au 19e siècle, et un peu encore au 20e siècle. Il y a une montée en puissance à partir du Oui, 16e siècle. Hein. oui, mais enfin, oui, d'accord, mais enfin, les Turcs, ils sont quand même... Le dernier siège de Vienne, 1683. Voilà, hein, donc si vous voulez, c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, donc, puis la Chine, c'est que ça reste quand même une très grande puissance à l'époque. L'Inde est une très grande puissance. Hein, elle sera même une très grande puissance industrielle encore jusqu'à une bonne partie du 19e, jusqu'à ce que les Anglais arrivent et que, bien entendu, ils cassent tout. C'est ce qu'ont vécu nos ancêtres. On a toujours été confrontés à d'autres puissances. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait de la diplomatie. On essayait de jouer une puissance contre une autre, etc. Donc ça, c'est pas donc une catastrophe en soi. C'est pas une catastrophe en soi que la Chine soit puissante. C'est pas une catastrophe en soi que l'Asie se développe. C'est pas une catastrophe en soi. Je veux dire, c'est à nous de nous adapter à ce nouveau monde. Mais précisément, comme nous sommes enfermés dans une vision, je dirais, nord-américaine du monde, c'est-à-dire une vision anglo-saxonne du monde, c'est-à-dire une vision d'un certain racisme. C'est-à-dire qu'on se croit les supérieurs de tous les autres, et donc on se croit capable de leur donner des leçons en permanence, et on continue de les mépriser. Donc ça, si on est enfermé dans cette vision du monde, on n'est plus capable de dialoguer avec ces puissances qui montent. On n'est plus capable de faire de la diplomatie. Moi, ce qui m'a frappé, c'était ce qu'a déclaré notre malheureux ministre des Affaires étrangères, là, M. Barrot. C'est le ministre des Affaires étrangères. C'est normalement le ministre de la diplomatie qui explique que si M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'appelle au téléphone, il ne prendra pas la communication. Je veux dire, quand on en est là, si vous voulez, dans cette façon de mépriser tout le monde et de s'imaginer que, puisqu'on incarne le bien, on ne peut pas discuter avec le mal, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Ça, cette vision-là, elle est typiquement puritaine, hein, en clair. C'est l'esprit du puritanisme, c'est l'idéologie de l'élection. Ça, c'est une totale contradiction avec le christianisme, je ferme la parenthèse. Et donc ça, nos élites, aujourd'hui, en sont imprégnées. Donc, quand je dis le nouvel état du monde n'est pas une catastrophe, il faut quand même que nos élites, on les remplace par des gens qui comprennent un peu mieux le monde, hein, qui se mettent à apprendre des langues étrangères aussi, hein, autres que l'anglais, hein, qui soient capables de parler chinois, parce que la Chine est quand même une grande puissance, qui soit capable de parler arabe. Bon, il y a beaucoup aujourd'hui c'est comme le spécialiste du monde arabe du Spiegel, dont on a découvert qu'il ne parlait absolument pas arabe, et donc il ne lisait que les dépêches d'agences, et notamment les dépêches américaines. Voilà. C'est la société de communication. Voilà. Bon, donc si vous voulez, quand je dis il faut s'adapter à ce nouveau monde, et pour ça, il faut aussi quand même le redécouvrir. Hein, nous sommes d'une certaine façon un peu dans la situation de nos ancêtres quand ils ont découvert les Amériques. Il a fallu faire une nouvelle cartographie du monde, parce que on découvrait d'autres continents et d'autres peuples. Bon, nous sommes exactement dans la même situation. Le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'on nous serine à longueur de journée le mondialisme, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vive l'immigration. Mais en fait, nous ne connaissons pas les autres. Nous ne connaissons pas l'autre monde. Nous ne sommes pas capables de connaître leur civilisation, ce qu'ils veulent. Et donc, on n'est pas capable de dialoguer avec eux, puisque il ne peut pas y avoir de diplomatie si vous n'écoutez pas l'autre, si vous ne l'entendez pas. Hein. Alors, d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans votre livre, parce qu'on va parler des voies du redressement, c'est que vous dites que, justement, c'est reprendre conscience de notre identité, de la civilisation qui nous fonde et qui nous permet en même temps de reconnaître qu'il y a d'autres civilisations, bien sûr, par contraire, mais différentes des nôtres, avec lesquelles on doit ça, c'est dialoguer. contraire, si vous voulez, à l'idéologie de l'universalisme. Tout à fait, oui. C'est contraire à l'idée, puisque
les Lumières sont valables pour tout le monde. Il n'y a pas de raison. Les Africains, c'est jamais que des... Quand on parle de l'islam des Lumières, ça ne veut rien Ben dire oui, du tout. qui est soluble dans la laïcité, dans la République. Enfin, tout ça, c'est du... Si vous voulez, c'est dramatique parce que ça traduit des discours qui n'ont plus prise sur la réalité. D'ailleurs, on aurait pu citer effectivement l'immigration est un contre-exemple formidable de toute l'idéologie progressiste aujourd'hui. On s'aperçoit que les identités disparaissent pas. Dans les années, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, on disait le jean va remplacer le tchador. Eh oui. Et ben aujourd'hui, on peut avoir des chaussures Nike, un jean, des t-shirts et un voile, sans problème, et être très islamique. Ah oui. Donc ces gens n'ont rien compris, n'ont rien. Donc si on veut s'adapter au monde, c'est pour ça que je dis Occident Go Home, si on veut s'adapter au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, si on ne veut pas disparaître, si on ne veut pas devenir une espèce de réserve indienne pour riches touristes chinois, il faut qu'on abandonne toutes les folies idéologiques dans lesquelles nous baignons depuis 50 ans. C'est fini, il faut ça arrêter. a débuté dans les années 60. Il faut arrêter. Faut arrêter de dire que c'est facile, qu'on peut facilement apprendre en s'amusant. Bah non, pas vrai. On n'apprend pas du piano en s'amusant. C'est un effort. Il faut travailler. Alors, c'est très intéressant aussi ce que vous dites, parce que justement, quand vous parlez de cette renaissance et le fait que, on reprenne conscience qu'on a une identité, une civilisation, vous dites qu'il y a tout un effort à fournir et que d'une certaine manière, la déculturation de la jeunesse peut éventuellement être un atout. Oui, c'est une façon un peu paradoxale. Non, mais c'est très intéressant. C'est une façon paradoxale de voir les choses. Bon, c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est comme quand les gens ne connaissent plus rien, peut-être qu'on peut éventuellement leur réapprendre des choses. On peut leur, mais malheureusement, ils ont aussi l'esprit farci d'idiotie. Ça sera aussi dur à leur envoyer. Si vous voulez, comme disait l'autre, l'agnostique, c'est pas qu'il ne croit à rien, c'est que souvent il croit à beaucoup de choses qui sont infondées. Bon, donc, il y a une forme d'atrophie intellectuelle du fait de la faillite de l'enseignement. Nous avons quand même un enseignement qui pose problème en Occident et en Europe en particulier, donc qui est fondé sur un déracinement. D'ailleurs, il se produit des choses extraordinaires. Il y a un certain nombre de pays où le ministre de l'Éducation explique que ça ne sert à rien d'apprendre ce qui s'est passé avant le XVIIe siècle, par exemple. Oui. Et pourquoi on n'arrête pas uniquement au XXe siècle, par exemple? Je veux dire, donc, on est dans une logique où on a créé une volonté, on a créé volontairement une rupture culturelle pour les nouvelles générations, c'est clair. Nous avons, j'en ai conscience, nous avons des références culturelles que les jeunes n'ont plus. On a été formés par les générations précédentes de la Troisième République. Voilà. On a été fondés par l'école républicaine, qui aujourd'hui n'est plus du tout la même, encore une fois. Tout à fait. Alors justement, c'est très intéressant. Donc cette acculturation qui fait qu'en effet, nous avons un déficit intellectuel. Mais si vous voulez, est-ce que je vous coupe, mais la réalité, le problème pour tout ça, c'est qu'il y a un moment où la réalité est plus forte que l'idéologie, est plus forte que les mensonges, est plus forte que la caverne. Vous voyez, il y a des gens, ils voient bien que le monde n'est pas du tout ce qu'on leur a dit. Donc, si vous voulez, c'est aussi un facteur, parce que, je l'ai écrit, j'ai dit, le renouveau va être très dur. Il ne faut pas s'imaginer que ça sera facile. Il ne faut pas s'imaginer que ça se limitera à mettre un bulletin dans l'urne. Ce n'est pas ça qui va se passer. Le renouveau va être très dur parce que nous avons beaucoup d'ennemis. Et on ne doit pas oublier que les progressistes, les fameux progressistes, ils nous haïssent plus que les Chinois ou les Africains ou les musulmans. Pour ça que Vance a dit le problème, c'est l'ennemi intérieur, c'est pas tellement l'extérieur. Donc ça veut dire que le renouveau va être très difficile. Il faut pas s'illusionner. Et donc ça veut dire qu'il faut investir aussi dans la durée. Il faut comprendre que ça va pas se gagner comme ça, comme une bataille électorale qui, de toute façon, va être très dure. Les batailles... Alors, est-ce que justement, vous dites que ça va être très dur, mais est-ce que le renouveau, la renaissance, ne viendra pas de l'adversité? Oui, bien sûr. Qu'on va rencontrer. Bien sûr. Parce que... Alors, non, ce que effectivement,
je voulais dire, je sais très bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'Européens, beaucoup de Français, qui ne se satisfont très bien de la situation actuelle, qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir sortir de l'histoire tranquillement, en faisant du vélo, de la trottinette, en cultivant leur petit cannabis dans leur pot de fleurs. Là. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. C'est d'ailleurs des gens qui votent très largement pour les mouvements les écolos, etc. Bon, tous ces gens veulent sortir de l'histoire. Le petit problème, c'est qu'ils ne vont pas sortir paisiblement de l'histoire. Tôt ou tard, ils vont rentrer dans un système, ils vont être confrontés à une dure réalité, hein, notamment la réalité de l'insécurité urbaine. Hein. Vous connaissez l'adage, qu'est-ce que c'est qu'un conservateur? C'est un libéral qui s'est fait cambrioler. Ben, c'est ça, il va se passer ça. Les gens vont voir qu'ils ne peuvent pas vivent tranquillement, même à la campagne, dans leurs petits... Les rues urbains là, qui veulent s'installer à la campagne, ils vont découvrir qu'il y a aussi de l'insécurité Alors, il y a dans la France profonde. et ça c'est fondamental, Et puis, il vous n'y a, avez raison. y a pas de service public, et puis c'est moins drôle. Et Et puis, il n'y a pas de couverture 4G ou 5G, puis etc. il y a la question économique, parce Oui, que on a des niveaux, je dirais, de dette oui. qu'on a rarement Donc, si connus vous dans voulez... l'histoire, et on ne produit plus. alors, c'est triste à dire. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est évidemment, on préférerait que le changement se passe d'une manière sympathique et conviviale lors d'une alternance politique et que tout soit merveilleux dans le meilleur des mondes, mais c'est pas que ça ce qui va se passer. Dans notre histoire, notamment l'histoire de France, les grands changements, ils ont toujours été liés à des grandes catastrophes, et notamment des grandes catastrophes guerrières, militaires. Hein. Parce que sinon, le système, Ah ben, il a vous des le dites très bien, capacités. vous montrez très bien qu'il Ben survit oui, par la il peur. gouverne mal, mais il se défend bien. Exactement. Donc il est capable de verrouiller beaucoup de choses. Mais il y a parfois un moment où le système s'effondre. Alors ça peut être un effondrement militaire, on ne le souhaite pas. Un effondrement économique. Ça peut être aussi fondamentalement Parce un que effondrement économique. la question qui Hein. se pose, par exemple, c'est que la retraite pour les jeunes générations. Oui, oui. Ah oui, puis même, je veux dire, il y a quand même déjà un taux de chômage extrêmement élevé en France. Oui. Hein. Donc, Et caché souvent par la multiplication d'emplois publics et autres. oui, oui, oui. Oui. Mais donc, je pense que ça peut jouer un facteur. Mais je pense enfin qu'on n'échappera pas à la nécessité d'une profonde réforme intellectuelle et morale. Alors, ce qui pose une question particulière, il faut de nouvelles élites. Hein. Donc, ce que j'essaie d'évoquer, là aussi, j'essaie de ne pas être trop pessimiste. Personnellement, je pense que les futures élites, elles existent déjà à l'état natif. Hein. Il y a des tas de gens, je pense aux jeunes qui militent dans les Oui, mouvements c'est ce que vous dites politiques. très bien dans votre livre. Je pense aux jeunes couples qui décident de faire une famille quand même. Je pense aux entrepreneurs qui veulent quand même travailler, qui veulent quand même créer. Il y a quand même des enseignants qui veulent enseigner, etc. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de gens il y a aussi un renouveau religieux, hein, Disons qu'il y a incontestable il y chez a des les jeunes. valeurs pour l'instant Voilà. étouffées, mais Disons que pour l'instant, c'est diffus et surtout, c'est pas vraiment rassemblé, coordonné. Mais moi, je reste un optimiste, c'est-à-dire que je pense que dans les grandes circonstances, aujourd'hui, on voit pas apparaître de grands hommes. On les voit pas apparaître. En 1938, on ne voyait pas apparaître. Voilà, il n'y avait pas de grands hommes. Il y avait Tino Rossi pour les Français, mais c'était pas suffisant. Bon, on voit pas apparaître. Mais c'est précisément les périodes de crise qui génèrent l'apparition de ces grands hommes. C'est triste à dire. Mais Bonaparte sans la Révolution bah n'aurait jamais oui, été Napoléon. bah oui. Sans la défaite de 40, De Gaulle n'aurait pas été De Gaulle. Sans la guerre de 100 ans, il n'y aurait pas eu Jeanne d'Arc. Enfin bon, on peut Exactement, continuer comme ça la liste. Bon, donc c'est ça. Alors, c'est paradoxal de dire que c'est une vision optimiste des choses, parce que ça veut dire qu'on prévoit des crises décisives, mais je pense que ça a quand même une réalité sur laquelle il faut compter. Alors, juste, j'ai un très long message d'un auditeur et je prie cet auditeur de nous excuser parce que nous n'aurons pas le temps de le tout son lire. message. Oui, mais on est sauvé, on a de nouvelles ampoules électriques, on a le compteur Linky, on a Enedis, on a les ZFE, vous venez d'en parler, et on a les mineurs non accompagnés à la campagne. Alors, merci pour ce message que je ne peux pas lire, mais vous
vous présentez très bien, C'est cher ironique, auditeur. c'est ironique, oui, C'est ironique, Oui, oui. le monde, parce que c'est vrai que les ZFE, vous avez parlé en effet de la ministre, Madame Agnès Pannier-Runacher, qui veut dire les pauvres n'ont pas de voiture. Voilà. Donc, Et qui est bardée de diplômes, hein, qui est bardée de diplômes. inspecteur des madame. finances. Elle a fait plein de trucs. Oui, mais C'est effarant. Je veux dire, oui, non, mais c'est extrêmement intéressant. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que si on prenait un inspecteur des finances il y a 40, 50 ans, s'il était aussi déconnecté de la réalité, hein, je crois pense pas. qu'il y a un problème, hein, parce qu'on a connu, Chaban-Delmas était inspecteur des finances, Jacques Rueff était inspecteur des finances, et il y Non, en a mais eu c'est bien la bulle, d'autres. c'est les bullocrates. Ces gens Oui. vivent dans leur bulle. Oui. Ils vivent dans leur bulle. Donc, c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas le monde. Ils connaissent les aéroports, les hôtels internationaux. Ils ne connaissent pas le monde. Donc, voilà. Alors, vous allez nous donner aussi les axes d'un bon gouvernement. Alors, vous dites que finalement, le vieux clivage droite-gauche ou gauche-droite a disparu. Et vous indiquez, ce qui est très intéressant, les nouveaux clivages, d'ailleurs, qui sont peut-être les prémices et fondements d'une renaissance. Il y a ceux qui aspirent à une indépendance stratégique du continent, ceux qui se rangent du côté atlantiste, ceux qui veulent défendre notre identité au premier chef, la nôtre, ceux qui prônent la créolisation du monde, ceux qui veulent faire l'histoire, ceux qui veulent y mettre fin, ceux qui ne se raisonnent pas à voir la délinquance s'installer partout dans notre pays, ceux qui allument les bougies. Et donc, c'est vrai qu'il y a une transformation quand même de la sociologie de l'électorat. Voilà, c'est-à-dire que le clivage existe toujours. Il y a toujours un clivage. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de politique sans clivage, hein, ne serait-ce que par la distinction ami-ennemi. Donc, je veux dire, il y a forcément des clivages. Simplement, les luttes, le cœur des luttes politiques, tel qu'il a été, par exemple, jusqu'à une bonne partie du XXe siècle sur la question du capitalisme et de la société sans classe, là, il est clair que ce débat est dépassé. Mais il reste, je dirais, il reste des positions de gauche et des positions de droite, si je puis me permettre. En matière judiciaire, on voit bien que l'esprit rousseauiste ou l'esprit de Badinter, c'est bien la philosophie de la gauche. Hein, on n'est pas... c'est même la philosophie de Platon, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas... on n'est pas un délinquant volontairement. Bon, donc cette idée-là, elle reste ancrée. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de clivage politique. Au contraire, il y en aura. Ils sont très forts aujourd'hui. Ils sont même de plus en plus violents. Ils sont beaucoup plus forts que dans les années 60. Bien sûr. Une gauche, une droite. Mais enfin, bon. Ils sont très violents aujourd'hui même. Attendez, on commence à regarder certaines déclarations. C'est quand même des déclarations très, très, très brutales et très violentes. Donc, il existe bien des clivages politiques, mais ils changent. Comme ils ont toujours changé. D'ailleurs, la distinction gauche-droite, initialement, c'est quand même sur le veto royal. Hein, donc, c'était un sujet intéressant, mais quand même un sujet assez limité. Bon, donc, on voit bien que les clivages peuvent changer, mais l'idée qu'il y a une séparation et un clivage, elle ne va pas changer. Elle est liée à la politique, elle est liée à l'homme. Elle est liée à l'homme. Alors, vous définissez, vers la fin de votre livre, parce qu'on n'aura pas le temps de tout parcourir, mais ce qu'est un bon gouvernement... Il faut le lire. Non, mais justement, d'ailleurs, j'insiste auprès de nos auditeurs, ce livre journal, c'est la présentation de votre livre, et je recommande vivement aux auditeurs de l'acquérir, parce que ce n'est pas un livre très long, hein, 130 pages, ça se lit, mais il est très riche, et ça, j'insiste sur le sujet. Et vous dites donc, vous définissez donc qu'est-ce qu'un bon gouvernement, et vous commencez par une phrase de Richelieu, ou une citation de Richelieu: la politique ne consiste pas à faire ce qui est facile, elle consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Et c'est très important d'ouvrir. Oui, on devrait, le ministre de l'Intérieur devrait répéter cette phrase tous les jours. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui essaie de faire quelques efforts, il faut lui reconnaître. Oui, il est très content de ce qu'il fait. Bon, mais bref. Non, mais j'ai essayé de définir quelques principes qui n'ont rien d'original. Enfin, c'est des principes basiques. Donc, une démocratie saine, une économie et une industrie fortes, des approvisionnements sécurisés, une société homogène. Et ça, c'est le plus important. C'est pour ça que je considère que un des éléments du renouveau, c'est quand même de traiter la question de l'immigration. Si on ne fait rien sur la question de l'immigration, c'est pas la peine de continuer une question civilisationnelle. À réfléchir. Hein, d'ailleurs,
Si une société n'est pas homogène, y a-t-il encore une société? D'ailleurs, c'est la question qui doit se poser. Hein. Bien sûr, oui. Donc, il n'y a plus de communauté. C'est peut-être encore une société, mais une société réduite à des gens qui sont sur un territoire et qui n'ont rien de commun, Oui, sauf quelques intérêts. c'est à Sauf la quelques limite, c'est une intérêts. communauté politique, si j'ose Et dire. encore. Mais Ah oui, c'est la ça. Vous voyez qu'attends, revenons à ce qu'on disait à l'instant sur la gauche et la droite. L'identité, la gauche a une définition politique de l'identité. C'est pour ça que Macron dit il n'y a pas de culture française. La seule chose, la seule définition de la France pour la gauche, c'est la République, c'est-à-dire l'idéologie politique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus une nation enracinée. Quand on parle, c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure, la République, c'est-à-dire qu'on ravale la nation dans ses origines à un concept, parce que le pays devient un concept, et Oui, donc une il y idéologie. a un concept idéologique et politique. Absolument. On pourrait dire, je sais pas moi, la France, c'est la royauté. Bon, d'accord, bah là, c'est un système politique. Mais donc là, c'est pareil. C'est de dire, il n'y a pas d'identité. Nous sommes les seuls dans le monde, si on croit les gens de gauche, à n'avoir aucune identité culturelle, aucune identité ethnique. Notre seule identité serait de nature politique, à savoir d'adhérer à la République. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Michel C'est Geoffroy. le mot de la mais fin. Nous arrivons donc au terme de ce livre journal. Et je rappelle le titre de votre livre, Occident Gaume, plaidoyer pour une Europe libre, et qui est vraiment un ouvrage extrêmement riche.